Bien, Kylie Minogue sur les ondes d'IDFM Radio Anguin dans Bulle et Polar. Alors si, comme je le dis à chaque fois, les dieux du téléphone sont avec moi, peut-être vais-je pouvoir m'entretenir avec Mehdi. Est-ce que Mehdi est là? Les dieux sont là, oui, tout à fait. Les dieux sont là, Mehdi Brunet est là. Que demander de plus? En tous les cas, Mehdi, je voulais vous dire que je suis ravie de pouvoir m'entretenir avec vous. Je sais que vous êtes actuellement en dédicace, donc grand merci et à vous. Et disons qu'à l'enseigne qui vous accueille pour cette dédicace, pour nous laisser, j'allais dire, quelques minutes d'entretien pour les auditeurs d'IDFM Radio Anguin en région parisienne. Alors, Mehdi, je suis ravi d'être avec vous. Eh ben, écoutez, moi également, parce que je l'ai demandé, je l'ai eu, votre roman, je l'ai lu, ce qui est la moindre des choses, je l'ai beaucoup apprécié. Comme je vous le disais très rapidement tout à l'heure, c'est une histoire qui m'a emporté. Et je pense que, disons que les personnes que vous rencontrez en dédicace, c'est le leitmotiv, le mot qui doit revenir à chaque fois. Alors, avant de, rentrer plus en profondeur dans ce roman, ce que je voulais dire, c'est que il y a eu en 2015, toujours aux éditions Tornada, avec le bon Joël, que je salue à chaque fois parce que c'est vraiment votre éditeur est quelqu'un de professionnel et de charmant, et c'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai un de ces auteurs, je me permets de le souligner. Donc en 2015, vous faites bien parce que c'est vrai qu'il est vraiment extraordinaire. Oui, je le connais pas personnellement, c'est ce que je dis à chaque fois, mais j'espère un jour pouvoir le rencontrer parce que des personnes professionnelles comme lui, il y en a peu quand même. Voilà, donc c'est à souligner. Alors, un premier opus aux éditions Tornada en 2015, Mehdi Brunet, Sans raison. Je me permets juste de lire le pitch, et après vous n'inquiétez pas, hein, je suis extrêmement bavarde, mais après c'est vous qui aurez la parole, parce que c'est vous l'invité. Alors le pitch de Sans raison. Je suis dans cette chapelle avec ma femme et mes 2 enfants. Je regarde le prêtre faire son sermon, mais aucun son ne me parvient. Je m'appelle Josie. Alors je ne sais pas si on dit Josie Kowalski. Et en me regardant observer les cercueils de ma femme et de ma fille, mon père comprend. Il comprend que là, au milieu de cette chapelle, son fils est mort. Il vient d'assister impuissant à la naissance d'un prédateur. Pourquoi je fais référence à ce roman Sans raison? C'est parce que on fait connaissance avec un des personnages qui est Josie ou José. Dites-moi tout de suite. José, moi je dis José. José, faisons-le à la française. José Kowalski, voilà, et qui va être un personnage récurrent dans le 2e roman. Et ma première question, au bout de cette tirade sans fin, c'est de vous demander, Mehdi, si Le fruit de ma colère, on peut considérer ça comme une suite ou comme un roman qui peut se lire, bien sûr, sans avoir lu le premier, parce que tout simplement, mais avec les mêmes personnages, enfin avec un personnage récurrent et puis un autre personnage, j'ai cru peut-être en filigrane. Oui, il y en a deux qui reviennent en fait. Voilà. José Kowalski et Paul Ackerman. Exact, qui sont les 2 principaux de Le fruit de ma colère. Donc suite ou pas suite? C'était ça. Ce n'est pas une suite. Non, ce n'est pas une suite. J'ai repris mes 2 personnages parce que je m'y suis beaucoup attaché. Ouais. Mais je leur fais vivre quelque chose de totalement différent et ne pas avoir lu le premier n'est pas dérangeant en soi. Ouais. Alors quelque chose de différent, soit sûrement. Alors je vais pas vous raconter d'histoire, je n'ai pas lu le premier et je le regrette. Mais c'est quand même, il doit y avoir des points communs entre les 2 histoires parce que Ackerman vient solliciter
José. Oui. Ils sont très liés parce que Ackerman était le flic Voilà, qui était chargé. en charge de l'enquête qui était menée pour retrouver la femme et la fille de José Kowalski. Voilà. Alors après, il y a eu tout un tas j'allais dire, d'éléments qui ont fait que, il faut dire que José s'est fait justice lui-même, on va le dire. Oui, c'est fait. On va le dire, il a retrouvé, disons que les persécuteurs et les assassins de sa femme et de sa fille, et puis il a mis toute son énergie à les rechercher, il les a retrouvés et il leur a fait subir, disons qu'un sort. Oui, c'est voilà. ça. C'est un roman que j'ai fait sur 3 actes, dans lequel j'explique comment un homme tout à fait normal peut basculer, va basculer et devenir prédateur. Après, on peut le comprendre. Je ne dis pas que j'approuve, mais disons que c'est vrai que quand on a subi, pas dans sa chair, mais dans la chair de certains qui vous sont proches, comme femmes et enfants, voilà, on peut comprendre un petit peu le processus qui s'est passé dans la tête de cet homme-là. Voilà. Alors, après, l'idée n'est pas de dire que la vengeance est une bonne chose. Bien entendu. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on peut comprendre le processus qui peut faire basculer un homme de la raison à de l'irraison. Voilà, lorsque, disons que quelque chose de cette ampleur vous frappe en plein cœur, voilà. Je n'ai surtout pas dit que, évidemment, il fallait se venger à tour de bras. Alors, moi, ce que je voudrais, puisque c'est la première fois que vous intervenez sur nos ondes, Mehdi Brunet, c'est que vous vous présentiez peut-être un petit peu à nos auditeurs. En quelques mots, hein. Je vous demande pas vos mensurations, etc., mais disons que votre parcours, que je crois, a été très très fourni, si j'en crois ce que je lis. Oui, disons que j'ai pas mal bougé. Bourlingué, comme on dit. Ouais, disons que j'avais la bougeotte et puis les événements vécus enfant font que j'ai eu besoin de me retrouver et parfois fuir était une bonne chose pour pouvoir me retrouver tout simplement, quoi. Oui, je comprends. J'étais sur les chemins et ça m'allait bien comme ça. Très bien. Et alors donc, et qu'est-ce qui a déclenché l'écriture ? Alors ça, c'est une question très compliquée pour moi parce que déjà, la première question, c'est qu'est-ce qui a déclenché la lecture ? Parce que je n'aimais pas du tout les livres. Ouais. Je me suis mis à lire très très tard. Il y a dû y avoir un facteur, Mehdi, je suppose. Oui, une couverture et un titre fabuleux, un livre qui s'appelle L'Évangile selon Satan. Le titre m'a attiré. Qui a l'air bien noir quand même. Ouais, c'était très noir, mais c'était délicieusement agréable. Moi, j'ai adoré, je me suis vraiment régalé avec ça. D'accord. Et du coup, j'ai dévoré les livres. Et puis ensuite, c'est un monsieur qui s'appelle Jean-Luc Bizien qui... c'est pas vrai, vous connaissez notre Jean-Luc ? Je connais Jean-Luc Bizien, non seulement je connais, mais c'est un honneur pour moi de le connaître parce que c'est après avoir lu quelques-uns de ses livres. Quelle plume, Jean-Luc! Alors, je le connais. Alors, je ne vais pas dire que je suis une intime, hein, loin de là. Mais disons qu'on l'a eu plusieurs fois en interview dans cette émission. Il est même venu ici. Et c'est vrai que il allie plusieurs qualités. Jean-Luc Bizien, déjà, il a une plume haute. Quand je dis haute, c'est-à-dire que voilà, elle nous transporte. Et puis, c'est quelqu'un qui a beaucoup de culture. Et puis qui a une verve et un humour qui moi me conviennent très très bien. Donc oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Donc voilà. Donc c'est la rencontre avec Jean-Luc qui aurait déclenché en vous certaines choses. Oui, écoutez, un de ses romans partait de Corée du Nord, dans les camps là-bas, et j'en rêvais la nuit. Je me réveillais, je transpirais, j'étais plein de boue, voilà, j'ai vécu la chose, c'était fabuleux. Et puis j'ai pris le 2e tome tout de suite et c'est la même chose. Et puis après ça, je me suis levé un matin en me disant c'est tellement génial qu'il faudrait que j'essaye. Il faudrait que j'essaye. Voilà, je me suis lancé sur Sans raison.
Ok. Et alors donc, il y a eu la rencontre, je suppose, avec Joël Maïssa et puis les éditions Tornada. Ouais. Ça s'est fait comment? Parce que vous n'êtes pas dans la même région? Non, je fais comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai écrit un... Vous envoyez? Voilà, oui, j'ai envoyé. Vous semez aux 4 vents et puis... J'ai attendu quelques réponses et eux m'ont répondu et j'ai eu de la chance parce que j'ai eu quelques autres réponses positives, mais je sais pas, il y avait quelque chose derrière cette relation qui me plaisait beaucoup et qu'est-ce que j'ai bien fait parce que c'est extraordinaire, travailler avec eux, c'est génial. Ouais, ce qui est génial, alors moi je vous dis, je ne connais pas cette maison d'édition. Bon, vous êtes, je crois, le deuxième de leurs auteurs avec qui j'ai le plaisir de m'entretenir. Ce que je crois retenir, c'est que ce qui fait leur force, c'est qu'il y a un suivi. Et malheureusement, dans beaucoup de maisons d'édition qui font très bien leur travail, je ne jette pas l'opprobre sur eux. Mais quelquefois, on fait un travail de suivi peut-être pour des têtes de gondole et puis peut-être après, pour d'autres, c'est peut-être moins... Oui, ils sont plus noyés dans la masse, oui. Voilà. Alors que là, je pense que vous êtes peut-être tous au même niveau, vous êtes tous des têtes de gondole. Donc, je pense que Joël se donne autant pour les uns que pour les autres. Oui, c'est ça. Et puis c'est vraiment moi ce qui me plaît beaucoup, c'est que je suis resté un gamin et que dans notre relation, on s'amuse. Et c'est ce qui est très important pour moi parce que ça n'est pas mon métier écrire. Donc si je m'amusais pas, ce serait horrible. Alors vous dites c'est pas votre métier, c'est-à-dire que pardon, excusez-moi. Je dis c'est une famille Tornada. C'est ce qui est extra de toute fin. C'est la sensation que j'ai, moi. Votre collègue Estelle m'avait dit exactement la même chose. Alors bon, moi je trouve ça extraordinaire quand un éditeur est porté comme ça au nu par ses auteurs. Moi j'aimerais que ça soit tout le temps comme ça ne l'est pas. Voilà, bien on va pas trop s'apesantir quand même, mais c'est quand même une excellente chose. Alors donc, rencontre avec la Maison Tornada, le premier roman qui rencontre ses lecteurs. Oui, tout à fait. Et puis une grosse surprise pour moi parce qu'évidemment quand on écrit une première fois on s'attend pas à être publié et puis au final si c'est le cas et les lecteurs viennent me voir et m'expliquent qu'ils ont apprécié et ça c'est une grande claque parce que je n'imaginais pas tout ça, je me sentais pas, je pensais pas que j'aurais pu être un jour capable d'écrire quelque chose et puis qu'en plus ça plaise. Oui. Ça c'est extraordinaire, c'est fabuleux. Comme quoi. Est-ce que ça a nécessité quand même votre premier opus? Est-ce qu'il a nécessité des rectifications, des mises à jour, ou c'est votre premier jet qui a été édité? Alors, il y a eu quelques petites erreurs qui ont été corrigées au fur et à mesure, mais pas grand-chose. Non, c'est vraiment le premier jet qui est là. C'est d'autant mieux. Alors 2 ans, que dis-je, 3 ans après? Oui. Eh bien, le fruit de la colère. Le fruit de ma colère. Oui. Le fruit de ma colère, le fruit de la colère, le fruit de ma colère. De ma colère, oui. Ouais. Alors. Est-ce que je peux vous demander, lorsque vous avez écrit le premier opus, est-ce que déjà dans votre tête, vous vous disiez « soyons fous ». Celui-là, il va marcher. Alors, j'ai bien compris, et nous avons bien compris, ce n'est pas une suite, ça peut être lu de façon indépendante. Moi, je persiste à dire quand même, Mehdi, que si on a lu le premier, on se fait une opinion sur... Pourquoi José Kowalski accepte aussi rapidement lorsque Ackerman le sollicite? Mais ce n'est qu'un point de vue. Oui, non, mais en même temps, moi je rencontre quelques lecteurs actuellement, lecteurs ou lectrices bien sûr, qui m'expliquent, qui me découvrent au travers
du fruit de ma colère et qui sont impatients de lire sans raison. Oui. Alors ça déjà, donc chemin inverse. Ça. Ouais. Et moi je suis très impatient d'avoir le retour parce que je pense qu'en faisant comme ça, le fruit de ma colère prend une autre dimension. C'est possible. Je suis vraiment impatient d'avoir leur retour parce que vraiment je pense que les personnages de José ou de Paul prendront une autre dimension en faisant le chemin inverse. Oui, c'est vrai. On comprendra peut-être plus l'implication lorsque, disons, qu'on se dirigera vers votre premier. Mais je crois que dans les deux sens, c'est très bien. En tous les cas, l'essentiel, c'est de vous lire. Alors maintenant, je vais vous faire travailler un petit peu. Vous avez déjà travaillé, Mehdi. Mais où je dis, je vais vous faire travailler un petit peu, c'est que je vais vous demander de faire ce qu'on appelle le pitch, Mehdi. Oui. Alors bon, souvent les auteurs sont un petit peu récalcitrants, mais c'est pas pour me défausser, loin de là. C'est parce que j'estime que vous, qui êtes le créateur de ces personnages, le créateur de cette histoire, vous êtes le mieux placé pour nous dévoiler ce que vous avez envie de dévoiler, c'est-à-dire ne en faire ni trop, ni pas assez, mais juste ce qu'il faut pour comme on dit, pour appâter le chaland, tout simplement. Pour donner l'envie. Tout à fait, pour mettre en bouche. Alors, je vous écoute, Mehdi. Bon, donc ça démarre en Espagne. Chez José Kowalski. Je vous remercie de l'avoir fait démarrer en Espagne, dans ma terre. Ah. Vous le saviez pas, mais je vous le dis. Bon, et donc dans la ville de Bilbao, j'ai choisi Bilbao parce que ça restait tout proche de la frontière et que ça permettait à José Kowalski de rester proche de ses racines. Ouais. Et donc Paul Ackerman vient frapper à sa porte pour lui demander de l'aide. Et on découvre au fur et à mesure que Paul Ackerman, qui a démissionné de son poste de flic, est à la recherche de son frère jumeau. Exact. Eric. Et Eric, voilà. Ouais. Et c'est ce lien de jumeaux qui fait qu'il se doute que quelque chose se passe, que c'est pas normal, qu'il donne pas de nouvelles depuis ce qui pour lui est si longtemps. Il vient donc frapper à la porte de José Kowalski parce que les autorités patinent un peu dans l'enquête et puis parce que une personne majeure qui disparaît, d'abord elle peut l'avoir fait volontairement et puis parce qu'elle n'est pas toute seule, que c'est un dossier de plus, que voilà, il a besoin de partir à sa recherche en tant qu'ancien flic, il sait comment ça fonctionne. Et donc José Kowalski parce que le lien est très fort entre eux, de parce qu'ils ont vécu par le passé. Dans le premier bouquin, voilà, et il sait très bien que c'est un homme qui est capable d'aller très très loin si le besoin est. Ouais. Et Mehdi et Kowalski lui pose tout de suite cette question-là, jusqu'où pensez-vous, voulez-vous aller ? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez, est-ce que si nécessaire, la ligne rouge doit être franchie ou pas ? Tout à fait. Et ça, je l'ai volontairement mis tout simplement parce que lui a été posé la même question sans raison. Ouais. Et si on approche de la ligne rouge, qu'est-ce qu'on fait ? Exact. Voilà. Et là, il y a une réponse sans ambiguïté, Mehdi. Pardon ? Je dis, il y a une réponse sans ambiguïté de Ackerman. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que lui, ce qu'il veut, c'est retrouver son jumeau en bon état, et peu importe, j'allais dire, les moyens utilisés ou la casse. Si casse, il doit y avoir. C'est ça. Voilà. Il faut y aller parce qu'il est convaincu que ce qui se trame est vraiment très mauvais. Alors moi, ce que je voudrais savoir, là, on a le pitch, on a l'entame, on sait où on va. Mais moi qui ai lu le roman, en toile de fond, j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs thèmes. Et un thème qui a résonné à mes oreilles, à savoir, et surtout récemment, mais votre bouquin, il est écrit quand même depuis quand il est sorti au mois de... Il est sorti il y a un mois. Il y a un mois, mais bon, ça veut dire que vous l'avez terminé il y a quoi ? Il y a un an ?
non? Je l'ai terminé fin d'année dernière, et forcément, je l'ai commencé bien avant. Ça fait à peine 1 an et demi que je travaillais dessus. Et effectivement, lorsque je pense que vous voyez de quoi je veux parler, du thème, du thème en 1, voilà. Mais vous avez été un précurseur, Mehdi. C'est ce que je me suis dit. Je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, c'est vrai que ça m'a bousculé de voir tous ces mouvements qui se mettaient en place en même temps que je terminais ce livre. C'était assez étrange. C'était étrange, très étrange. Alors, vous parlez de quel mouvement? Soyons un petit peu clairs. Moi, je parlais des femmes persécutées. Complètement, oui, des femmes, voilà. On parle bien de la même chose. On parle bien de la même chose. Alors, au début, je me suis dit, mais est-ce que je comprends bien? Est-ce que je comprends bien? Mais je dis, si je comprends bien, et j'ai cru bien comprendre. Mais je dis, mais pourtant, Mehdi, il a écrit son bouquin, ça fait déjà quand même quelques temps, voilà. Et les médias s'étaient pas, emparés de ce thème-là de la femme victime. Complètement. Donc je dis, oui, je répète, vous avez été précurseur, ou vous avez eu le nez creux, ou je ne sais pas. Qu'est-ce qui a déclenché chez vous cela? Alors, ce qui a déclenché, c'est une chronique que j'avais reçue. Ouais. La personne elle expliquait qu'elle avait apprécié le bouquin, mais que, encore une fois, les femmes étaient réduites à une dépressive ou une victime. Elle avait apprécié lequel, le bouquin, le premier? Sans raison. Elle avait apprécié sans raison, simplement, ce qui avait résonné chez elle, c'est que, encore une fois, la femme était réduite à un objet. Et une victime. Voilà. D'accord. Okay. Et si dans un premier temps j'étais amusé, dans un deuxième, je me suis dit, mince. C'est pas du tout ce que je pense. Pourquoi l'a-t-elle perçu comme ça? Ouais. Et puis, c'est vrai que de toute façon, de tout temps, on peut regarder autour de nous. Il y a toujours une inégalité qui est flagrante. Et pour que dans une lecture de bouquin, ça arrive juste. Parce que cette question arrive là, je me suis dit, c'est qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose à creuser et peut-être un message à donner. Et le message, c'est donc tout est parti de là. Gars, attention les gars, si on fait pas attention, tous les hommes vont être pointés du doigt. Alors après, c'est vrai que ça a pris, d'abord le mouvement a pris naissance un petit peu aux États-Unis, et puis après ça s'est étalé un petit peu partout, et puis les langues se sont déliées, les femmes se sont exprimées, etc. Mais voilà, mais alors vous, ce thème-là, vous l'avez, comment on dit, exploité, mais puissance 10 ou puissance 100. Oui. Hein? Oui, parce que vous ne faites pas dans la mesure, vous faites dans la démesure. Parce que vous avez créé un réseau de femmes qui se vengent, c'est bien ça, des sévices qu'elles ont subis. Mais c'est un réseau, mais à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale. Ouais. Et alors, et l'objectif, c'est de comment dire. C'est l'éradication. C'est l'éradication. Vous n'êtes pas tendre avec vos congénères, vous. Et ne garder que quelques mâles reproducteurs pour la reproduction. Voilà. Oui, tout à fait. C'était la base, c'était les Amazones pour moi. C'est quelque chose qui quitte à s'emparer du sujet, autant qu'il soit flagrant. Vous vouliez quand même qu'il y ait de la démesure comme ça. Vous, on faisait pas, on parle d'un sujet, mais quand même, on reste dans de limites. Non, carrément, là, c'est les femmes qui prennent le pouvoir, et puis, comment dire, les châtiments, aux hommes, à leurs victimes. Waouh! Oui. Faites pas dans la dentelle, Monsieur Brunet. Hein? Alors j'ai lu quelques critiques en préparant cette émission, c'est ce que je fais toujours, et j'aime bien confronter les critiques que je lis avec mon propre ressenti. Et j'aime bien, et quelquefois je trouve mon propre ressenti, et c'est vrai que vos personnages
ont une épaisseur, on s'attache aux personnages. Et c'est vrai que dans le descriptif des sentiments, on y est. Hein. Et par exemple, ne serait-ce que dans la scène finale, on s'y croit. On s'y croit. D'abord, merci pour ces mots, parce qu'ils me touchent vraiment beaucoup. C'est toujours agréable de voir qu'on a su... Quand je vous ai dit que votre histoire m'avait transporté, c'est vrai. Voilà. Et donc, c'est vrai que quand j'ai présenté un petit peu sur ma page, j'ai dit le souffle de l'Irlande. Alors, c'est vrai que vous avez mis Alors, pourquoi avoir positionné ce groupuscule qui irradie dans le monde entier en terre d'Irlande, qui est une terre que j'adore, hein, parce que je trouve ça magnifique. Écoutez, j'ai jamais mis les pieds, mais moi j'ai mis les pieds 2 fois. Passionné par cette histoire. Ouais, et puis vous savez, je pense pourquoi. Enfin, moi c'est mon ressenti. Je vous le livre à chaud. C'est parce que l'Irlande, pour moi, est une terre de violence. Voilà, de guerre, oui. Et là, dans votre bouquin, Mehdi, il y a quand même, c'est un concentré de violence quand même, hein, les tortures infligées. Oui, pour moi, l'écriture, c'est un exutoire, c'est un défouloir. Et surtout l'écriture noire, c'est ce que me disent la plupart de vos confrères, puisque maintenant vous êtes rentrés dans la maison des auteurs. Donc, toujours pas confiance en vous ? Absolument pas. Je suis totalement terrorisé encore aujourd'hui par l'accueil que peut être fait au fruit de ma colère. Oui, complètement. Oui, c'est pas dans mes gènes. La littérature, c'est pas. Oui, mais vous allez continuer. Vous allez continuer. Vous n'allez pas nous laisser en plan comme ça. Ah, mais ou alors réclamation, moi, à Joël, tout de suite, hein, je vous le dis. Non, je prends tellement de plaisir qu'il est hors de question que je m'arrête. Et ce qui est fabuleux, c'est que Joël et Patricia, d'ailleurs, de la maison Tornada, me font encore confiance. Et si aujourd'hui j'écrivais pour espérer avoir un contrat, eh bien là, j'ai signé un contrat pour écrire et c'est plus du tout la même idée là. C'est autre chose. Alors, je m'appuie un petit peu sur l'expérience que je viens de me faire sur ces 2 bouquins, et puis en plus, la maison Tornada me rassure complètement. Donc, je ne suis pas complètement stressé dans l'écriture du 3e, mais en tout cas, c'est sûr que la confiance, non, je ne l'ai pas. Me voilà rassuré, Mehdi. J'ai entendu l'écriture du 3e, donc me voilà rassuré. Et justement, vous me tendez une perche. Est-ce qu'on va retrouver ces 2 personnages, plus Léa ? Parce qu'il y a une touche d'amour. Et c'est ça que j'ai bien aimé. C'est ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de rouge, il y a beaucoup de noir. Hein, le rouge, c'est le sang. Bon, faut pas sorcière de Saint-Cyr. C'est pour ça que j'ai dit que 2 romans en rouge et noir pour présenter vous et puis votre collègue que je vais avoir tout à l'heure. Mais il y a beaucoup de rouge. Il y a beaucoup de noir, ça tire, ça défouraille, il y a des morts, mais voilà, il y a c'est beaucoup de plaisir à lire. On attend le final, et puis le final est en apothéose. Ma question est de savoir, est-ce que vous avez eu autant d'exaltation que pour le premier ? Alors, je vous demande pas, est-ce que vous avez eu le cœur aussi serré que pour le premier lorsque vous l'avez livré en pâture à vos lecteurs. Mais est-ce qu'il y a eu... Ça a été une émotion totalement différente parce que le premier n'était pas écrit pour qu'il y ait des lecteurs derrière. Ça a été le premier... Non, c'était fait uniquement pour qu'on le jette à la poubelle dès qu'on l'est. Non, pas du tout. C'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que... vous savez, une boule qui vous tient au ventre et que vous avez besoin de recracher, quoi. Et voilà, et j'ai tout craché sur mon papier. Et autour de moi, quelques-uns ont lu et m'ont dit c'est génial ton truc. Donc j'ai envoyé aux éditeurs et super, ça a fonctionné. J'en suis ravi. Par contre, une fois que j'ai eu terminé Sans raison,
je me suis mis à écrire autre chose. Je suis fan de western, donc je me suis mis à écrire un western. Ouais. Sauf que sans raison, sans non plus être le livre du siècle, a eu un petit succès. Et les lecteurs et lectrices qui venaient me voir me demandaient s'il y avait une suite à venir. Ah. Et c'est comme ça qu'est né le fruit de ma colère. Je me suis dit, bon, les personnages sont là. Ouais. Eh bien, allons-y, lançons-nous. Pour le troisième... Est-ce qu'on va retrouver Ackerman, Lisa... Non, c'est Léa ou... Non, pas pour le troisième. Non, pas pour le troisième. Pas pour le troisième. D'autres personnages sont venus. J'ai eu une idée qui a beaucoup plu à mon épouse. D'accord. Et elle m'a dit... qui est la première lectrice, je suppose ? C'est la première lectrice. Voilà, normal. Oui, tout à fait. Normal. Et les 2 premières fois, elle m'a dit fonce, donc pourquoi pas pour la 3e fois. Bien sûr. Par contre, ce qui est génial, c'est que quelques chroniques que je reçois aujourd'hui me disent encore une fois, est-ce qu'on retrouvera Paul et José ? Et il y a une semaine et demie, je me suis levé en me disant oui. Je sais quoi faire et Paul, José, Paul, José et même certainement Léa, très très envie de les faire revenir. Ah bah oui, non, parce que là vous nous l'avez fait connaître. Bon, il y a l'amour entre Paul et Léa qui a éclaté au grand jour sous les yeux attendris de José. Voilà, donc maintenant. Mais c'est vrai que je comprends un petit peu ce que vous voulez dire, c'est que il faut pas faire une suite pour faire une suite. Il faut trouver le bon. Le fil conducteur. Oui, le fil conducteur, mais vous allez le trouver, je vous fais confiance. Puis en plus, vous avez mis le doigt sur un mot, en tout cas sur une autre émotion, c'est-à-dire que jusqu'à présent, ce que je savais essentiellement écrire ou balancer, c'était le noir ou le rouge, c'était la colère. Et puis j'ai mis cette petite part, ce petit sentiment d'amour là, cette petite idylle qui naît, et ça a été assez compliqué pour moi parce que c'est dur à écrire, c'est plus dur pour moi que d'écrire la violence, je pense que ça doit être plus facile à exprimer que l'amour. C'est comme. Du coup, je m'entraîne sur le 3e, en fait. J'essaye de développer un peu plus loin Et ça va devenir un roman rose, le 3e. Pardon ? Ça va devenir un roman rose, mais dit le 3e. Les amours de Lisa et de Paul. Non, peut-être pas, mais en tout cas, j'essaye de passer d'autres frontières, d'explorer d'autres émotions. En fait, je veux grandir dans l'écriture. D'accord. Bah écoutez, je pense que c'est un bon précepte de vouloir grandir dans l'écriture, puis apprendre, grandir et puis puis apprendre. Et est-ce que vos dédicaces, puisque je vais peut-être vous laisser, parce que sinon là, je pense que vous allez vous faire tirer les oreilles et par l'enseigne et puis peut-être par les personnes qui trépignent. Non, j'avais prévenu. D'accord. Voilà. Vous les remercierez encore et encore de ma part. Mais ce que je veux dire, est-ce que les rencontres avec vos lecteurs, est-ce que les dédicaces, justement, vous ouvrent les yeux sur justement cette manière de grandir et d'avancer ? Est-ce que lorsque vous échangez avec vos lecteurs, vous vous dites « Ah bah oui, tiens, lui il m'a fait telle réflexion, il m'a fait telle… » C'est un petit peu comme la chronique que vous avez reçue. Voilà. Oui. Est-ce que vous dites « Ah bah oui, j'aurais peut-être dû faire comme ci ou j'aurais peut-être dû faire comme ça, mais ça je le retiens pour le prochain. » Enfin, vous voyez ? Oui. Alors, c'est pas forcément cette question-là que je me pose, mais quand je les croise, ma question, c'est qu'est-ce qui a bien pu leur plaire ? Et quand on me dit j'adore votre style, pour moi ça ne voulait absolument rien dire. On m'a assigné un style et je suis incapable de vous dire qu'est-ce que c'est, de quoi il me parle, cette histoire de style. Donc j'ai pris un petit peu de recul, je les écoute, et je comprends ce qu'ils veulent me dire quand ils me disent j'ai adoré ça comme ça. Ce qui revient souvent, c'est il a un style addictif. On a du mal à reprendre son souffle, mais entraîné. Oui, c'est-à-dire qu'on le lit d'une traite, voilà. Ouais, c'est bon signe. Hein. Alors peut-être que c'est difficile, vous qui êtes dans les prémices de l'écriture, c'est peut-être difficile et vous vous dites, mais de quoi ils me causent, ces braves gens ? De quoi ils me causent ? Voilà. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est qu'est-ce qu'il n'aura plus exactement ? Mais bon, je pense qu'au fur et à mesure... Après, vous ne vous poserez plus du tout la question ? Oui. Quand vous serez au 12e,
comme ça va être le cas avec votre, avec l'auteur avec qui je vais m'entretenir tout à l'heure, qui en est à son 12e, je crois, mais il ne pose plus la question, non, je plaisante. C'est vrai que c'est toujours à chaque fois, je pense que c'est un grand plaisir de se dire, ah, voilà, ça doit être un mystère quand même, toucher les lecteurs, ça doit être quand même un mystère pour un auteur. Même les plus grands s'interrogent là-dessus, en sont ravis, mais s'interrogent. C'est assez compliqué avec Le fruit de ma colère, enfin compliqué. Bon, il est sorti il y a 1 mois et demi, donc j'ai pas encore eu énormément de rencontres avec les lecteurs, mais surtout les lectrices. Et ce qui est compliqué, c'est j'ai déjà eu deux personnes qui sont venues me voir et à qui les horreurs subies, elles ont résonné parce qu'elles ont subi. Et je me suis retrouvé face à des personnes qui étaient émues de pouvoir par procuration se décharger un peu de ce qu'elles avaient accumulé, de ce qu'on avait pu leur faire, et ça c'est assez terrible pour moi parce que on a la sensation, le sentiment d'être je saurais pas vous l'expliquer, mais non mais je comprends. C'est-à-dire que vous, ce que vous écrivez, c'est une fiction, et vos lecteurs, ils vous parlent de réalité, et donc il y a un amalgame entre réalité et fiction. C'est-à-dire qu'ils retrouvent dans votre fiction... J'ai quand même voulu laisser un message. Bien sûr, bah oui. Il y a quand même une chose. Bien sûr. Il faut prendre conscience que la femme subit des choses, qu'il y a une inégalité à tout niveau. Flagrante. Voilà. Ouais. Mais recevoir ces personnes-là qui presque les larmes aux yeux me disent ça nous a fait du bien de pouvoir l'espace d'une lecture se venger. Ça. Oui, mais ça vous fait plaisir, mais c'est un poids quand même. C'est un poids. Tout à fait, ouais. C'est comme si vous étiez le vecteur de voilà pour les soulager un petit peu. Oui, mais chez soi en se disant oula, je suis pas à la hauteur de ça, je suis pas. Ouais. Bon, en même temps, ça fait du bien de voir qu'on a fait du bien. Oui, tout à fait. Voilà, une libération, le temps d'une lecture, quoi. Ouais. Non, mais je pense que le thème, en tous les cas, je vous dis, hein, je reprends le mot précurseur. Bah, vous étiez peut-être en avance, mais c'est bien de l'avoir choisi comme toile de fond de Le fruit de ma colère. On peut l'attendre pour quand à peu près le tome 3? Enfin, le tome 3. Le troisième. Le troisième. Je vais faire tout mon possible pour que ce soit prêt pour mars l'année prochaine. Donc, on va dire dans une petite année. Oh oui, ça va. C'est ça. C'est correct. Et donc. Mais c'est quand même beaucoup de travail. Mais je me doute. Et tout le reste. Je me doute parce que il faut l'écrire, il faut quand même rassembler ses idées, il faut quand même avoir un chemin conducteur qui se tienne, des personnages quand même d'une certaine épaisseur. Donc, je pense que ça doit être un dur labeur. Sinon, un autre labeur de l'auteur, et après je vous laisse, c'est promis, c'est tout ce travail de promotion qui est essentiel dans les librairies, dans les enseignes, etc. D'ici les grandes vacances, toutes les semaines à peu près. Oh, toutes les semaines, non. Non, pas. Non, parce que sinon, madame, là, elle va se dire, bon, c'est bien, j'ai un mari qui écrit, bon, c'est bien, mais bon, après, je le vois plus. Donc, c'est déjà beaucoup moins bien. Et puis même moi, je la vois plus. Bien sûr. Donc, ça manque, et puis j'ai 4 enfants. Bah oui, 4. Mais dis, bravo. 4 qui me manquent aussi. Bah, je m'en doute, et puis vous devez leur manquer. Donc, voilà, et puis en plus, c'est assez, c'est psychologiquement fatigant dans le bon sens, la rencontre avec les lecteurs et lectrices. Quand on rentre chez soi... Vous en êtes encore au stade peut-être où vous faites attention à ce que vous dites, aux questions qui vous sont posées, puis peut-être que vous emmagasinez beaucoup de ce qu'on vous dit. Ah mais complètement, voilà. Complètement. Et puis en plus, je suis pas convaincu... de ce que j'ai écrit, j'ai absolument pas confiance en moi, donc c'est toujours une grande trouille. C'est un tort, Monsieur Brunet. Ça sera le mot de la fin, c'est un tort, parce que et posez la question aux personnes qui vont venir en dédicace.
Dites-leur que vous n'avez pas confiance en vous. Vous allez voir ce qu'ils vont répondre. Et je suis sûre que ça vous fera beaucoup de bien. Je vais vous laisser, Mehdi, en vous remerciant du fond du cœur de m'avoir, j'allais dire accordé, de nous avoir accordé aux auditeurs d'IDFM Radio Anguin et surtout à moi par l'intermédiaire de cette émission Bulle et Polar, un très très long entretien. Alors j'ai beaucoup dépassé le temps qui m'était imparti. J'espère que votre enseigne va me pardonner. J'espère que les personnes qui sont en train de piétiner devant vous vont me pardonner. J'espère que Joël va me pardonner. Voilà. En tous les cas, c'était pour vous montrer combien j'apprécie votre lecture et puis je vais attendre le 3e avec beaucoup de plaisir. Mehdi, en tous les cas, plein de choses. Continuez. Et puis, on se retrouvera sur ces ondes-là. D'accord, avec grand plaisir. Bonne fin de samedi, Mehdi. À bientôt. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.